Tout être humain laisse quelque chose. Personnellement, j'ai énormément profité des livres que d'autres ont écrits. J'espère que d'autres profiteront de mes écrits. En fait, c'est de simple transmission d'idées qu'il s'agit. C'est vieux comme le monde. L'essentiel est de ne pas transmettre n'importe quoi. Me concernant, j'ai tenté de me battre contre l'oubli et la désinformation, car ce sont les deux mamelles de l'ignorance. Je suis loin d'avoir réussi, mais comme le disait Hugo, le grain de poussière doit s'opposer à la chute du rocher. Notre invité aujourd'hui est Abdelaziz Belkhouja, écrivain et éditeur. Bonjour Abdelaziz Belkhouja, ravi de vous avoir parmi nous. Merci, bonjour Maya, et merci pour ce choix. C'est une belle surprise parce que c'est ce que j'ai écrit de meilleur, je crois, dans ma vie. Donc, J'ai tombé Abdelaziz sur la Belkhouja, ouais, j'ai bien choisi. Au fait, en général, je choisis les exergues avec soin parce que c'est ce qui donne le là à l'émission et c'est ce qui lance le premier thème. Donc, comme vous avez parlé de transmission dans cette citation que j'ai choisie, nous allons commencer avec cette valeur qui est d'ailleurs transverse dans vos écrits, dans vos actions. La transmission, donc Abdelaziz Belkhouja, nous commencerons par la transmission paternelle. Hassan Belkhouja, votre père était très proche de Bourguiba, plusieurs fois ministre. Votre presque obsession de la transmission vient-elle de là? Je crois, oui, parce que euh, mon père, mon père était, il était gentil dans tout, sauf par rapport aux études. Et je me souviens que une des choses qui l'encourageait le plus chez moi, c'était la lecture. Il me disait d'ailleurs ça tout le temps. Il me disait que lorsque tu lis un livre, eh bien, c'est en fait une rencontre avec une nouvelle intelligence. C'est-à-dire que tu multiplies ton cerveau par deux, quoi. Bon, c'était quand j'étais gamin qu'il me disait ça. Et le fait est qu'il y avait plein de livres à la maison. Et c'était une époque où il n'y avait pas d'Internet, où il y avait très peu de télévision, et où les livres constituaient vraiment une voie un moyen de voyager. Et je sais que j'en profitais beaucoup, même les encyclopédies, même je feuilletais tout. J'ai eu très tôt l'amour des livres et je me souviens que je lisais même quand je ne comprenais pas. C'est-à-dire que je me poussais à comprendre, j'utilisais énormément le dictionnaire et j'ai vraiment toujours aimé la lecture et elle m'a énormément apporté. Et c'est vrai que c'est grâce à la présence des livres, grâce à la présence de mon père qui lui aussi lisait énormément. Et je pense que oui, je pense que c'est lui qui m'a transmis ça. Votre père, qui est un homme d'une époque, je ne veux pas dire âge d'or, mais de cette époque bourguibienne, basée sur certaines valeurs que l'on perd aujourd'hui, vous parlait-il ouvertement de transmission, du devoir de transmission, des valeurs qu'il faut transmettre? Moi, je me souviens la dernière fois qu'on avait voyagé ensemble, c'était c'était un mois avant sa mort, et je lui avais posé deux questions assez importantes. Je lui avais dit de quoi avait-il toujours rêvé et quel est son objectif dans la vie. Alors il m'avait répondu tout de suite. Il m'a dit toute ma vie, j'ai rêvé de la libération de la Tunisie, de nous soumettre de la tutelle de la France, de nous comporter vraiment en personne complètement indépendante. Et il m'a dit, et une fois qu'on l'a eu, mon seul souci, c'était de développer le pays, c'était de travailler pour ce pays, de faire en sorte que les gens puissent apprendre, puissent travailler, puissent vivre, puissent être heureux. Et je sais qu'il m'avait un jour donné sa conception de la politique qui est vraiment la plus simple. Il m'avait dit, en fait, tout le travail qu'on fait, toute la politique, c'est pour que les gens aient une vie meilleure. C'est tout. Alors, il était philosophe à ce niveau-là. Il était imbu de culture grecque. D'ailleurs, il parlait le grec, il parlait le latin aussi. Il donnait des cours en France, c'est avec ça qu'il a pu financer ses études. Et il adorait le théâtre. Et donc, ça, c'était son background, c'était ce qu'il aimait vraiment. Et sinon c'était le travail. Hein. C'était quelqu'un qui adorait son travail. Il avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
très très bon rapport avec Bourguiba. Bourguiba qui avait habité chez mon père en France. Et il a rendu l'appareil. Mon père, quand Bourguiba est rentré le 1er juin, mon père était avec lui. Il a habité avec lui aussi. C'était à la Marsa. Et c'était. Bourguiba est plus âgé que mon père d'une quinzaine d'années. Mais je sais qu'ils étaient très proches, presque familiers, ce qui m'a permis quand même d'avoir le privilège de connaître Bourguiba même dans son intimité. C'est-à-dire, il m'emmenait au palais quand on était très petit. Et j'ai gardé quand même quelque chose d'assez fort de cette époque. Vous n'avez jamais écrit sur ça? Non, enfin, j'ai écrit, mais pas encore publié. J'écris beaucoup de choses que je ne publie pas parce que je considère que c'est pas encore prêt. Mais Par pudeur? non, je considère que c'est pas encore prêt. La pudeur, elle y est de toute façon, tout le temps. Moi, je parle très peu de moi dans mes écrits parce que je considère que ce que j'ai à transmettre est beaucoup plus important que ce que je suis. Mais à partir du moment où un livre, je considère qu'il est prêt et que je peux le transmettre, là, je le fais. Mais sinon, c'est très difficile de s'essayer à l'autobiographie. Moi, je suis très réticent par rapport à l'autobiographie. Mais à partir d'un certain moment dans la vie, on se dit qu'on a assisté à assez de choses intéressantes pour pouvoir les transmettre. Donc j'ai commencé il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé sur ma vie, sur mon expérience que j'ai eue. Et c'est vrai que le fait d'avoir été comme ça de temps en temps proche de Bourguiba, d'avoir vu de très près, vous savez que l'avantage quand on voit de très près, c'est qu'on on est un témoin direct. J'ai été témoin direct de pas mal de choses avec Bourguiba et j'ai vu que le personnage quand même était assez différent de ce qu'on dit. Il avait une personnalité incroyable. Bon, il m'a reçu après la mort de mon père, 2 ans après, quand il était à Lyon pour une raison de santé. Et je me souviens, il était vraiment très très curieux par rapport à mes études. Il me demandait quels étaient mes profs, quelles étaient mes matières. C'était un peu, vous voyez, le personnage protecteur qui voulait Le pater savoir. familias. Voilà, exactement. Et je me souviens il y avait quelques ministres à table, juste devant lui, qui faisaient les pitres. D'accord, ils s'amusaient. Bon. Et je me souviens, Bourguiba venait de faire une opération sur les yeux. Et donc, il avait quand même des difficultés. Et donc, ils en profitaient devant pour faire les pitres. Ça ne s'est jamais arrêté, de toute façon. Et je me souviens très bien parce que j'étais à côté de lui. Alors, je regardais de côté. Et en fait, je voyais qu'il ne ratait rien. Et en fait, il regardait par-dessus ses lunettes. Et il avait assisté à tout. Mais il était, à ce niveau-là, en tout cas, il était très tolérant. Il l'amusait, il ne rigolait pas. Hein, parce qu'ils considéraient que ce n'était pas sérieux. Mais en tout cas, il était loin du vieillard à qui on fait passer des choses, quoi. Abdel Belkhouja, dans la citation qu'on a choisie pour Exergue, vous insistez sur la désinformation. Le poids de la désinformation et la portée de la désinformation, vous l'avez vécu vous-même dans votre chair lors de la disparition de votre père en 81. Vous l'avez perdu très jeune, l'année de votre bac. Oui, oui, bien sûr. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé parce que, vous savez, quand on vit dans une ambiance, familiale, lorsqu'on connaît bien les gens qui nous entourent, lorsqu'on connaît leurs valeurs, et qu'après, il s'avère qu'il y a des rumeurs qui sont sorties, et j'imagine qu'elles étaient sorties d'une manière assez ciblée à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelques doutes seulement. Mais en tout cas, quand on entend des rumeurs qui sont vraiment déshonorantes sur quelqu'un qui a pratiquement passé toute sa vie à servir le pays, eh ben ça, c'est une blessure qui reste. Franchement, elle reste. Je crois qu'elle n'est jamais partie. Et ça fait très mal parce que la personne n'est plus là pour se défendre, parce que la rumeur, comme vous la connaissez, une fois qu'elle est partie, c'est terminé, hein, on ne peut plus l'arrêter. Et que cette rumeur frappe même des gens qui sont proches. C'est ça qui est incroyable. Des gens, même qui l'ont connu, qui l'ont suivi toute sa vie, qui le connaissent très bien, qui connaissent sa façon de vivre, qui connaissent ses valeurs, et qui quand même croient en la rumeur. Et quand c'est une rumeur qui date de 40 ans, ça devient quand même un sacré poids dans la vie. Bon, j'y pense rarement, c'est vrai, mais en tout cas, ça ne s'arrête pas là quand même.
parce que la désinformation, c'est vrai que ça m'avait frappé, donc j'ai essayé d'en savoir plus. C'est comme ça d'ailleurs que je suis tombé sur le livre de Sun Tzu, euh, la, la guerre, l'art de la L'art guerre, de la guerre. voilà, et qui parle bien sûr lui de désinformation, de propagande, etc. C'est extraordinaire. Et c'est là qu'on s'aperçoit quand même qu'il faut modérer ses sentiments parce que c'est quelque chose qui date de 25 siècles. La désinformation est peut-être le deuxième plus vieux métier du monde. Et, euh, et puis après, je suis resté dedans, ce qui m'a permis de découvrir qu'une très grosse partie de l'histoire est fausse, surtout l'histoire nous concernant, et surtout lorsque, après un génocide, on peut raconter tout ce qu'on veut sur les gens qu'on a zigouillés. Alors, ça m'a peut-être blessé d'un certain côté, mais la désinformation m'a énormément apporté de l'autre. Au niveau culturel, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Comme nous parlons de transmission, la transmission est quelque part une continuation de l'œuvre des disparus. Votre manière, la première manière inconsciente dont vous avez fait œuvre de continuation, je dis inconsciente parce que c'est une passion, c'est votre passion pour l'Espérance sportive de Tunis, Oui, pour oui, continuer dans le sillage paternel. oui, mais en fait, en ce qui concerne l'espérance, c'est-à-dire que de par ma position, je ne pouvais pas refuser de m'occuper de l'histoire de l'espérance. Déjà, parce que je m'étais occupé de l'histoire du pays par ma naissance, déjà par mon grand-père, Abdelkader Babou, je suis très proche de l'espérance, par mon père ensuite, qui a été président jusqu'à sa mort, de 1970 jusqu'à sa mort. Donc il y a un très fort lien affectif qui existe entre moi et l'espérance. Et donc lorsque l'occasion est venue d'écrire sur l'espérance, c'est vrai que immédiatement je me suis positionné pour pouvoir essayer de transmettre cet héritage. C'est très difficile. Hein. Vous savez, l'espérance, mon père le disait, bon, l'espérance est plus difficile que 5 ministères, à gérer que 5 ministères. C'est terrible. Mais c'est quand même une passion énorme, je m'en aperçois tous les jours. Tous les jours, je m'en aperçois, c'est incroyable. Une très très grande partie des Tunisiens est passionnée par l'espérance et elle le leur rend bien. Abdelaziz Boukhouja, vous avez fait des études de droit, vous avez un master en droit public. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à en user professionnellement, à travailler dans les métiers du droit? Oui, bien sûr, quand j'étais étudiant, je voulais continuer. Ensuite, quand je suis venu à Tunis, j'ai tenté de faire un DEA. Et en fait, c'est lorsque j'ai justement voulu faire ce DEA à Tunis, parce qu'à l'époque, bref, ça avait changé. Le DEA d'un an n'était plus suffisant, il fallait un DEA de 2 ans. Donc, je me suis inscrit à Tunis, mais après, j'ai réalisé que je n'avais pas envie de faire ce boulot, pas par rejet ou quoi que ce soit, mais parce que j'avais surtout envie d'écrire. Même en tant que journaliste, hein, j'ai beaucoup écrit d'articles à l'époque. J'avais envie d'écrire et j'avais vraiment envie de devenir éditeur, de communiquer. Euh, et donc, disons que la passion l'a emporté sur le devoir. Quoi. Mais justement, ces études de droit, est-ce que vous les avez vous-même choisies ou est-ce que vous avez choisi de faire droit juste pour faire continuateur, pour faire comme votre père qui était juriste? Oui, parce que en fait, La transmission encore et toujours. parce quand on a 17 ans, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est très difficile de savoir ce qu'on veut. Et comme je suis issu d'une famille de juristes, que mon père avait fait du droit aussi, bon, il l'a jamais exercé lui aussi. Toute sa Oui. vie, il était banquier, il a été ministre, il n'a jamais. Mhm. Donc je n'avais pas vraiment un office à reprendre, hein, un office à reprendre. Et donc automatiquement, et puis vous savez, quand on a vraiment envie de quelque chose, le fait de s'en éloigner un tout petit peu, ça nous donne des sueurs froides. Moi, c'était très, très présent chez moi. Chaque fois que j'essayais, par exemple, soit de faire un stage d'avocat ou quelque chose d'autre qui est lié au droit, je me sentais très, très mal. Vraiment très mal. J'avais envie d'être dans la culture. Ça, mais c'est incroyable parce que j'ai été cancre. J'étais un vrai cancre à l'école, à part en français peut-être, grâce à mon imagination. C'est toujours mon imagination qui m'a sauvé dans toutes les situations. Je n'étais Mhm. pas un très bon élève. J'étais bon élève à la fac parce que j'avais perdu mon père et que c'était devenu très sérieux. Mais sinon, à l'école, j'étais très moyen, à part
les matières que les gens détestent en général, l'histoire, géographie et tout ça, parce que ça m'interpellait un peu. Sinon, j'étais un vrai cancre. Mais comme tout bon publiciste, vous avez commencé très tôt à publier des articles sur la chose publique. Et on se rappelle encore de vos articles lors de la guerre du Golfe. Cette guerre du Golfe, qu'a-t-elle remué en vous pour vous jeter corps et âme dans l'écriture? Oui, c'est vrai. C'était un viol, la guerre du Golfe. Pour nous, pour ma génération, c'était le premier viol. C'était la première fois où je voyais un pays arabe. En plus, il y avait la télé à l'époque, satellite, c'était en 91, c'était tout neuf. Hein. On avait le plan changé. On ne voyait plus les choses dans les informations, on voyait les choses en direct à la télé. Et donc, c'était beaucoup plus frappant qu'avant. Les conflits qui ont eu lieu avant la guerre du Golfe ne m'avaient pas frappé autant. Et celui-là, je l'avais suivi, ben, j'avais déjà quand même le background pour suivre un conflit de cette importance, pour le suivre déjà juridiquement, la crise du Golfe avant la guerre du Golfe. Et c'est là que d'ailleurs que j'ai commencé à écrire. Jamais je pensais que j'allais écrire, moi, franchement. Hein. C'est là que j'ai commencé à écrire des articles. Et c'est là aussi que j'ai découvert la désinformation, qui a été d'ailleurs éventée 10 ou 15 ans plus tard, lorsqu'on avait accusé des armes de destruction. Elle existait déjà, elle a toujours existé, depuis Sun Tzu, Voilà, la désinformation. C'est juste qu'on la perfectionne, en fait. Exactement. Et c'est là que j'ai commencé à écrire en même temps. En même temps, j'ai une écriture manuscrite qui est abominable. Je ne suis jamais arrivé à me relire dans ma vie. Et cette année-là, j'avais acheté un ordinateur et bizarrement, en écrivant sur le clavier, d'accord, j'ai aperçu que j'étais lisible. Ça m'avait étonné à l'époque. Je me suis dit, Abdelaziz, c'est pas mal du tout ce que tu fais. Et je me souviens d'un truc formidable. J'avais imprimé, c'était les imprimantes qui faisaient zzzz. J'avais imprimé 2 articles que j'avais écrits sur la guerre du Golfe et j'avais été voir le rédacteur en chef du journal Le Maghreb et il m'a regardé, il m'a dit oui bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai sorti un article, il a lu, il m'avait dit c'est bon, je passe. Et là je lui ai retiré le deuxième. Il a regardé, il m'a dit mais c'est très bon, je vais passer aussi. Et ce magazine n'est jamais sorti. C'était le dernier magazine du Maghreb, je ne vais pas porter bonheur. Mais bon, ce n'était pas à cause de moi, hein. C'était à cause d'autres choses qui étaient dans le journal. Et donc, je suis resté frustré. Des premiers articles que j'ai écrits ne sont jamais sortis. Bien sûr, à l'époque, je ne savais pas que ça allait être interdit, donc j'ai attendu 1 mois, 2 mois. 2 mois, j'ai dû attendre leur sortie. Et pendant ces 2 mois, j'écrivais. Et comme vous le savez très bien, l'écriture, c'est 5% de passion, mais c'est franchement 95% de travail. Au début, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où placer la ponctuation, les phrases. Mais après, c'est le travail qui fait l'écriture, en fait. Mais justement, j'allais vous demander, Abdelaziz Belkhouja, écrivain compulsif ou méthodique, Canva et tout ça? Les deux. Les deux, parce que moi, j'écris beaucoup, franchement, j'écris beaucoup. J'ai toujours plusieurs chantiers en tête. Pas en tête, plusieurs chantiers dans l'ordinateur et donc en tête aussi. D'ailleurs, c'est très mauvais. Si je faisais les choses d'une manière méthodique, j'aurais publié beaucoup plus que ça. Je dois avoir 20 livres qui sont en cours en même temps. C'est selon mon humeur. Donc, à chaque fois, c'est selon mon humeur. Des fois, je les laisse de côté et j'en écris à nouveau. Mais donc, c'est assez compulsif, c'est vrai. Et aujourd'hui, Abdelaziz Belkhouja, vous avez une dizaine d'ouvrages à votre actif, si on arrondit par le bas, pas par le haut. Donc, une dizaine d'ouvrages à votre actif. L'aventure de l'écriture ne s'est plus arrêtée depuis les articles. Non, non, elle s'est développée en bande dessinée, en pas mal de choses, en exposition, en conférence, mais on revient toujours au livre. L'écriture est quand même la base de tout. Les gens oublient souvent que pour faire n'importe quoi, pour faire un film, pour faire une pièce de théâtre, pour faire un projet, pour faire une demande d'autorisation, ils oublient que l'écriture, c'est la base de tout. Le livre qui vous... Allez-y, Abdelaziz Belkhouja, allez-y. Si j'étais responsable de l'éducation, par exemple, dans un pays,
je changerais complètement le système pour développer deux choses uniquement, l'écriture et le discours. Apprendre aux jeunes à parler et à écrire, c'est tout. Tout le reste, c'est pas grave. Tout le reste L'esprit aujourd'hui. critique, Oui, bon, ça. surtout. Ouais. Donc, Abdelaziz Belkhouje, le livre qui vous a fait connaître du grand public, Le retour de l'éléphant. Le retour de l'éléphant est aujourd'hui à à son dixième édition. Ce livre est une science-fiction qui nous donne à voir la Tunisie et le monde en 2103. Oui, oui, c'était vraiment une aventure, le retour de l'éléphant. En fait, chaque livre est basé sur une idée, c'est tout. C'est vraiment une idée. Mais souvent, c'est une idée qui est très forte, c'est-à-dire qu'on peut déployer à l'infini. Et l'idée du retour de l'éléphant, elle m'est venue pendant qu'on regardait un match de foot de Coupe d'Europe. À la mi-temps, il y avait les informations sur TF1. Et bien sûr, comme d'habitude, les informations, c'était la Palestine, l'arabe voleur, l'arabe terroriste, l'arabe incapable de vivre dans un pays, dans une ambiance démocratique, etc., etc. Et c'est là que, je ne sais pas qui avait dit, on commençait à se lamenter, bien sûr, je ne sais pas qui c'est qui avait dit, estimez-vous heureux, parce que si jamais nous, on était à la place de l'Occident, on les aurait écrasés, les Arabes, depuis très longtemps. Et là, on a commencé à rigoler, on s'est dit, si nous, on était à la place de l'Occident, c'est-à-dire si nous étions les tenants de la puissance, etc., et on a commencé à rigoler. On a commencé à inverser. On inverse la situation, c'est-à-dire que les étudiants viendraient étudier à 12 et à 12 heures au lieu d'aller à Harvard. Tout le monde viendrait vivre ici, chercherait à vivre ici. Les migrants à l'envers, etc., etc. On a commencé à rire. Et après, je me suis retrouvé devant mon clavier. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai commencé par écrire une petite histoire où je faisais une simple inversion. Mais après, je me suis dit, ça ne suffit pas. C'est trop facile, l'inversion. Donc, il fallait fabriquer quelque chose. C'était quoi la chose à fabriquer? C'était comment sommes-nous devenus comme ça? Comment sommes-nous devenus puissants? Et bon, je l'avais fait un peu pour rire. Mais c'est vrai qu'après, je me suis posé des questions. Je me suis dit, en fin de compte, c'est parti d'une blague, mais en fin de compte, c'est possible. On s'aperçoit que c'est possible. On s'aperçoit qu'à partir du moment où on commence à réfléchir à l'avenir, à partir du moment où on commence à se poser des questions déjà et à chercher des solutions, on s'aperçoit que tout est possible. Abdel Belkhouje, ce livre a été publié en 2003 et vous avez usé de procédés tels que la science-fiction, la satire, pour contourner justement les limites à la liberté d'expression sous le règne de Ben Ali. Mais paradoxalement, aujourd'hui, vous revenez à ces mêmes procédés, la satire, la dérision lors de votre dernier livre, Bakshish-L'Inde. Oui. C'est paradoxal, non? Mais non, parce que le lecteur tunisien est très difficile, mais vraiment très difficile. J'ai publié beaucoup de choses, même en tant qu'éditeur, en tant qu'écrivain, et je sais que le tunisien est très difficile, que d'abord il faut lui donner quelque chose de léger, en matière de roman, bien sûr. Il faut lui donner quelque chose de léger, il faut lui donner quelque chose de sympathique, et où il y a du suspense. S'il n'y a pas ces trois choses, en général, le livre ne réussit pas. On peut remplacer le suspense par du sentimentalisme, par exemple, mais il lui faut des choses qu'il vit, parce que c'est vrai que lorsqu'il lit, automatiquement, bien sûr, il est dedans, et il lui faut de la nourriture, pour lui-même, hein, pour sa personne. Le Tunisien est très, très, très nombriliste. Il faut écrire pour lui, vraiment. Et donc, à partir de là, j'ai trouvé que, justement, l'ironie, la plaisanterie, j'ai trouvé que c'était un bon vecteur pour la lecture. Mais Abdelaziz Belkhouje, vous expliquez vous-même cela autrement, vous dites cela. En fait, avec l'essoufflement de l'espoir révolutionnaire, c'est la moquerie qui est revenue, cette moquerie qui n'avait plus cours avec la révolution quand on se prenait pour une grande nation. Oui, C'est ça aussi. Le rêve C'est est le parfait. désenchantement. Oui, et un énorme désenchantement, parce que l'espoir était exceptionnel, extraordinaire. Et donc, c'est vrai que, par exemple, après la Révolution, j'avais écrit sur la Révolution, sur cet espoir extraordinaire, mais bon, ça a fait long feu. Ça a fait long feu aujourd'hui. Bon, peut-être aussi que je vis dans un microcosme, parce que lorsque je vois les chiffres,
on s'aperçoit que les 70% à 80% des Tunisiens croient en la révolution. Et il y a 20% qui ne croient pas. C'est peut-être ce 20%, c'est peut-être mon microcosme, il est peut-être dans ces 20%-là. D'accord? Mais sinon, oui, le désenchantement est énorme et d'ailleurs on le voit hein, chez tout le monde, on le voit, l'humour des Tunisiens est extraordinaire et nous sommes retombés dans les mêmes blagues qu'on faisait avant avec le régime dictatorial. Exactement, aujourd'hui on est plus libre, bien sûr. Cela est le signe de quoi, Abdas Belkhoujef? Ça serait C'est le signe de quoi? De l'échec de la révolution? c'est beaucoup plus que l'échec de la révolution. Pour moi, la révolution n'a pas échoué parce qu'elle, son objectif est atteint. La révolution nous a libérés. Pour moi, elle était terminée le 14 janvier au soir. La révolution était finie. Après, c'était une question d'individu, c'était une question d'intellect. La révolution, c'est un mouvement, c'est un mouvement violent fait pour dégager un pouvoir. Le pouvoir a dégagé, mais après, c'est l'échec de notre intelligence. Moi, je me sens très triste à ce niveau-là. Je me sens responsable. Nous avons échoué. Notre intelligence en tant que Tunisiens, eh ben, nous avons échoué. Nous avons échoué d'une façon très très simple. Hein. C'est facile à expliquer en fait. En fait, après la Révolution, on s'est retrouvé avec quoi? On s'est retrouvé, nous, dans un bloc politique qu'on peut appeler progressiste. D'accord? C'est très large, les progressistes. Mais en tout cas, nous sommes des gens qui croyons au travail, qui croyons au progrès et à une vie meilleure. D'accord? Disons des réformateurs. Soit des progressistes réformateurs qu'on sait assez proches. Or, les idées progressistes et réformatrices, nous ne sommes même pas arrivés à les transmettre au peuple tunisien. Le peuple tunisien ne sait pas ce que c'est le progressisme, ne sait pas ce que c'est que le réformisme. Et donc, c'est cet échec-là qui est terrible. Les réformateurs et les progressistes, eh ben, ils se sont divisés en 20, en 30, en 40, et on s'est retrouvé avec une révolution qui a tout simplement échoué. Pire que ça, une révolution qui était à la base progressiste, eh ben, elle a été volée par les conservateurs. Mmh. On a fait, c'est un échec total. Mmh. Abdas Belkhouje, à votre dernier livre, Bakhchichland, cette parabole de la Tunisie actuelle et récente, tout le monde en sort parce on reconnaît réellement des personnages politiques, on les reconnaît. Tout le monde en sort à peu près ridiculisé, sauf Bourguiba. Oui, parce qu'on l'a vu déjà en 2014. Normalement, soyons francs, j'aime bien moi la franchise. Normalement, si on avait réussi en 2011-2012, Bourguiba ne serait jamais ressorti. Comme il est ressorti, hein, bien sûr, c'est quelqu'un qui fait partie intégrante de l'histoire de la Tunisie, mais il ne serait pas ressorti en tant que héros. Pourquoi? Parce que la révolution, pour moi, elle fait partie du mouvement national. La révolution a réussi à faire ce que Bourguiba n'a pas voulu faire, ce que Ben Ali a complètement rejeté, et qui est quand même la démocratie, ce n'est pas rien. Donc pour moi, à partir de 2011, on aurait dû vraiment s'élever, d'accord, en tant que nation. On aurait dû s'élever, et Bourguiba aurait été une part de notre histoire. Mais lorsqu'on s'est retrouvé confronté au, au conservatisme et à l'intégrisme, eh ben Bourguiba est redevenu le héros. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Bourguiba, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, tous, pratiquement, ont fait abstraction de beaucoup de choses qui étaient négatives du temps de Bourguiba, qui étaient vraiment très négatives même. Mais on fait abstraction. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un pilier, parce qu'on n'a pas pu le remplacer. Personne n'a pu remplacer le pilier qui était Bourguiba dans sa défense du progressisme, dans sa défense de plusieurs valeurs, comme le pragmatisme, comme tout ce qui faisait la force de Bourguiba. Parce qu'il a aussi des faiblesses, malheureusement. Il a eu. Mais quand vous dites vous-même, Abdas Belkhouja, Bourguiba disait que le temps de la démocratie n'était pas venu. Entre nous, il n'avait pas complètement tort. Qu'est-ce à dire? Oui. On va être franc là, Oui, sortant du politiquement correct. oui, bravo d'ailleurs pour la réplique, elle est bien placée. En fait, c'est ce que disait, moi je sais à travers plusieurs personnes qui ont vécu la période de, la, euh, de la nomination à vie de Bourguiba. Pour moi, c'est à partir de ce moment-là que Bourguiba a perdu beaucoup de, de sa légitimité.
parce que c'est sa constitution, et c'était la première fois, en fait, qu'il frappait sa propre constitution. C'est la première fois qu'il frappait très fort son propre piédestal. Et donc, le problème Bourguiba, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'on n'était pas mûr pour la démocratie, qu'on avait besoin d'autre chose. Mais qu'est-ce qui l'empêchait vraiment de commencer à poser les balises de la démocratie? Il y a eu quand même beaucoup d'agressivité contre la gauche, contre les étudiants. Pourquoi ces gens-là, on ne leur a pas donné la possibilité de s'exprimer dans les années 60, dans les années 70? Je trouve que, d'ailleurs, même les intégristes, même les islamistes qui avaient leur succès en 2011, c'est tout simplement leur statut de victime, c'est tout. Mais sinon, au niveau des idées, il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il n'en reste rien. Eux-mêmes ont été obligés de se transformer en progressistes. Et donc, je pense qu'il y avait la possibilité de commencer, de laisser ces gens-là entrer au Parlement, de laisser, mais franchement, c'est-à-dire pas en faisant des pirouettes, de laisser ces gens-là s'approcher de la gestion de l'État, et je pense qu'on aurait gagné plusieurs décennies. Mais enfin, cette manière de voir les choses nie quand même le socle commun de valeurs qu'il faudrait avoir entre tous les participants à la vie politique. Comme vous citez les intégristes ne vont pas être d'accord sur le socle commun des valeurs, les valeurs bourguibiennes qu'a posé Bourguiba, la rationalité, le progressisme. Est-ce qu'on peut participer à la vie politique tout en n'étant pas du tout d'accord avec le socle commun des valeurs? Je crois que, ce socle des valeurs, je crois qu'en fin de compte, à quelques dosages près, presque toute la Tunisie les partage, presque tous les Tunisiens les partagent en fin de compte. Mais ce que je vise, ce n'est pas le socle des valeurs. Ce que je vise, c'est la gestion de l'État, la gestion des ministères, la gestion de nos énormes problèmes. D'accord? Parce que les problèmes, on les a traînés depuis 50 ans. On a avancé sur quelques points, mais on a traîné énormément de problèmes. Et je pense que le fait que si Bourguiba avait introduit la gauche, bon, il a essayé plusieurs fois, la gauche est quand même rentrée de temps en temps, et ensuite, s'il avait intégré les islamistes les plus modérés, du moins, dans la gestion, mais vraiment la gestion de l'État, je pense que les choses auraient changé. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de pression, et que les gens auraient fini par ignorer. On aurait fini peut-être par ressembler au niveau de la gestion de l'État à ces républiques, à ces démocraties du nord de l'Europe. C'est-à-dire, on a eu un énorme problème, si vous permettez, parce que je considère que c'est un problème énorme. On a un énorme problème qu'on traîne depuis très très longtemps, qui est celui du pouvoir lui-même, du sens du pouvoir. D'accord? Malheureusement, lorsqu'on s'est mué en république, à un certain moment dans l'histoire, hein, c'est notre ancêtre, c'est Elissa qui a créé la première république. On a des textes là-dessus. On est quand même bien placé. La république a été faite dans un seul but. C'était par opposition à la monarchie. Or, nos présidents républicains sont devenus des monarques, et des fois des monarques même pires que ceux qui existaient avant. C'est ça le grand échec du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir est devenu une scène, une estrade. Au lieu que le pouvoir serve le peuple, le pouvoir a fini par servir les gens qui y sont. C'est ça notre grande erreur. Et comment est-ce que ces gens sont restés là? Eh bien justement en créant des idées qui pour moi sont complètement inutiles, en créant beaucoup comment dire, de l'idéologie. Vous savez, lorsque vous gérez les choses, lorsque vous êtes ministre de l'agriculture, ministre, etc., du commerce, etc., il n'y a pas d'idéologie. Lorsque vous devez construire des routes… Si, quand même, si, quand même. À notre échelle, on a géré l'économie, Ben Salah ne gérait pas l'économie comme l'a géré Nuira. Donc, c'est une question d'idéologie. Même dans c'est l'orientation politique qui détermine les choix politiques, la manière de faire. On ne voit pas la santé, pareil, ou l'éducation, si on est de droite ou de gauche. Je suis d'accord. Mais regardez Ben Salah et regardez Nuira. Eh bien, les deux étaient excessifs.
D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai parlé tout à l'heure de démocratie du Nord? Parce qu'il nous faut du social, libéralisme. Il faut faire beaucoup de social, il faut faire du libéralisme, mais il faut arrêter de choisir entre la gauche et la droite, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les États-Unis, l'échec auquel nous assistons aujourd'hui, c'est l'échec de quoi? C'est l'échec du libéralisme, c'est l'échec du capitalisme. C'est-à-dire, moi, je pense que si on met sur une même table des gens intelligents qui ont l'habitude de gérer, hein, d'accord, qui ont l'habitude de gérer des départements de l'État, mais je suis sûr qu'au bout de, s'ils sont francs, je suis sûr qu'ils s'entendent très très vite, quoi. Parce que on a échoué combien de fois en Tunisie? On a eu combien de crises? On en a eu plein, d'accord? On en a eu des crises quand même. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille, la Tunisie. Et à chaque fois, l'État a reculé. À chaque fois, l'État a perdu. Pourquoi est-ce qu'il a perdu à chaque fois? Ben, par manque, justement, par manque déjà de discussion. L'État est autiste. C'est incroyable. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Avant, ils écoutaient un peu. Avant, moi, je me souviens que Bourguiba appelait ses opposants, même qu'il les ramenait de prison, des fois, et pour les écouter. D'accord? Il essayait bien sûr de les influencer, mais il les écoutait. Aujourd'hui, plus personne n'écoute personne. Aujourd'hui, pire, les gens font semblant d'écouter et ils n'écoutent pas. Abdelaziz Belkhouja, vous êtes fasciné, on va dire, par l'objet d'études Révolution. Vous lui avez consacré un livre intitulé Le 14 janvier. Vous avez compulsé plus de 9000 documents PV et autres. Au bout de votre étude, au bout de votre livre, est-ce que vous êtes arrivé à cerner ce qui s'est passé réellement en décembre, janvier 2011? En grande partie, oui. Il y a toujours Était-ce une révolution, première question? Il y a tout eu. Il y a eu un soulèvement, il y a eu des rébellions, il y a eu, bon, juridiquement, c'est tout, hein, un coup d'État. Et il y a eu ensuite, le lendemain, c'est-à-dire le 15 janvier à midi, il y a eu ce changement constitutionnel-là. En fait, ce qu'on a vécu, et d'ailleurs c'est une spécialité tunisienne, c'est une révolution juridicisée. D'accord? En Tunisie, on a un rapport très particulier avec le droit. Et d'ailleurs, on joue avec le droit et on a un rapport exceptionnel avec le droit. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé en 1987, par exemple, c'est un coup d'État médico-légal. D'accord? Ce qui s'est passé à la Révolution, c'est exactement la même chose. On voit un mouvement énorme qui est incompressible. D'accord? Et tout à coup, l'État, eh ben, il retombe sur ses pattes. D'accord? Il utilise sa propre constitution pour déclarer la vacance définitive du président. Et donc, c'est une révolution, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire médico-légale cette fois, mais il faut lui inventer un autre mot. Mais en fait, les termes ne valent pas grand-chose là-dedans. Il y a tout eu. Une révolution, on ne peut jamais la juger comme ça en disant ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Ça dépend où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Et c'est tellement compliqué ce qui s'est passé. Il y avait, par exemple, si on prend le 14 janvier, alors que le 14 janvier, c'est un jour très important, c'est le dernier jour, ce n'est pas la révolution. Mais si on prend le 14 janvier, par exemple, il y avait des choses qui se passaient partout. À la présidence de la République, au palais de Carthage, à l'aéroport. Et même à l'aéroport, il y a des choses qui se passaient à la caserne de l'aviation. Il y a d'autres choses qui se passaient au salon d'honneur. Il y a d'autres choses qui se passaient dans la piste. Il y a des choses qui se passaient dans la baie de Sidi Bou Saïd, où il y avait des navires de la garde nationale qui sont sortis. Y avait-il un seul marionnettiste ou plusieurs? Ça, je l'ai compris pratiquement avant que le livre rentre à l'imprimerie. Pourquoi? Parce que s'il y avait un marionnettiste, le marionnettiste, il aurait décidé quoi? Et il aurait fait quoi? C'est très difficile. Par exemple, un truc très simple. Par exemple, l'arrivée de Talouni à l'aéroport. Et donc, c'était 14h50 à peu près, et le départ de Ben Ali, qui était à 17h50 à peu près. Il y a quand même 3 heures qui se sont passées. Mais quel lien y a-t-il entre les deux? Tous les liens qui ont eu lieu entre les deux étaient de simples concours de circonstances. Aucun lien direct entre les choses. Simple concours de circonstances à chaque fois. Et donc, s'il y avait une personne qui avait envoyé... Donc, pas de marionnettiste du tout? Non, parce que s'il y avait une personne qui avait envoyé Talouni à l'aéroport pour arrêter Trabelsi, elle serait complètement folle.
Parce que Ben Ali aurait pu ne pas partir, il aurait pu rester, les choses auraient pu se tourner autrement. Et là, la personne qui avait envoyé Tarouni se serait retrouvée devant un complot contre l'État. Mhm. Il y a plein de choses comme ça qui sont incroyables. Plein de petits détails, hein. Des petits détails qui ont changé l'histoire. Je peux vous en raconter beaucoup. Je vais en choisir un seul. Par exemple, et voilà, par exemple, Tarouni avait arrêté les Trabelsi et il regardait de l'autre côté des pistes et il voyait l'unité spéciale de la présidence de la République arriver. D'accord? Les GIP, le groupe d'intervention et de protection des personnalités. D'accord? Et lorsqu'il les voyait venir, il ne pensait pas qu'il y avait Ben Ali avec eux. Il pensait qu'ils venaient pour libérer les Trabelsi, pour le frapper lui. D'accord? Et comme avant, il y avait le groupe d'intervention de l'armée qui était venu, ça faisait deux groupes d'intervention contre la BAT. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'ils n'étaient pas là pour le frapper. Hein. Ils étaient venus pour diverses raisons, dont l'une accompagner Ben Ali. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone et il a appelé deux autres groupes d'intervention. Donc, ils se sont retrouvés à l'aéroport avec pratiquement 5 groupes d'intervention. Et c'est ça qui a poussé Ben Ali à fuir, en fin de compte. D'accord? C'est-à-dire que il y a des choses qui vraiment ne tiennent sur rien. Il y a même des quiproquos. On a eu beaucoup de quiproquos aussi. Il y a plein de choses qui ont changé vraiment le cours de l'histoire en Tunisie. Des choses qui sont pratiquement sans importance, des erreurs d'interprétation. Chacun croyait que c'était l'autre qui avait fait quelque chose, par exemple. On voit ça dans des comédies, vraiment des comédies. Eh bien, en Tunisie, c'est ce qui s'est passé. Chacun a cru que l'autre faisait un coup d'État. Sariati a cru que c'était le ministère de la Défense. L'armée a cru que c'était Sariati. Il y a eu comme ça des croisements, mais incroyables, mais qu'on a fini par comprendre très difficilement. Parce que c'est très difficile d'interpréter ce qui s'est passé. Donc après, on avait demandé des explications aux gens. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez appelé un tel, etc., etc. Et c'est là qu'on a compris qu'en fin de compte, tout le monde avait peur de Ben Ali. Alors attention, tout le monde avait peur de Ben Ali. Ça ne peut pas venir du pouvoir. D'ailleurs, je vais vous dire un truc très simple. Vous savez que le 14 janvier au soir, quand Ben Ali est parti, les trois ministres qui étaient ensemble, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, ils avaient dit au général Ammar de prendre le pouvoir, de se déclarer président. Ah ben, il n'a pas voulu. C'est pour vous dire que les choses étaient très, très compliquées, très compliquées. Il n'y a pas une véritable autorité, même une autorité étrangère. Hein. Vous savez, si les Américains étaient derrière ça, est-ce que le Congrès américain se serait levé pour applaudir la Tunisie? Il se serait moqué de lui-même. Vous croyez que le Congrès américain se serait moqué de lui-même pour applaudir la Tunisie? Non. Pour moi, je pense franchement, jusqu'à preuve du contraire, hein, que c'est un mouvement populaire qui est parti contre plusieurs choses, hein, contre la pauvreté, contre aussi la dictature. Moi, je pense que les deux mots d'ordre de la révolution, liberté et dignité, étaient vraiment à la base de ce soulèvement et que ce sont des valeurs qui ont réuni tout le monde. C'est pour ça que le 14 janvier, devant le ministère de l'Intérieur, il y avait vraiment de tout. Il y avait les Rastas, il y avait les PDG, il y avait les demoiselles, il y avait tout. Abdelaziz Belkhouja, vous avez étayé vos thèses sur l'étude des documents dont on a parlé, plus de 9000 documents. L'accès à ces documents ne vous a-t-il pas inquiété? Si, bien sûr. C'est pas un signe de la déliquescence de l'État avoir accès à des documents pareils avec cette facilité. Enfin, facilité, pas facilité, mais y avoir accès déjà. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Je sais que c'est très illégal, qu'on peut en avoir. Il y a normalement c'est 10 ans de prison hein, pour les documents du tribunal militaire. Mais, on revient à la désinformation. J'ai personnellement tellement subi de la désinformation dans ma vie que ce qui se passait en Tunisie, je n'avais pas envie que ça tombe encore une fois sous la coupe de la désinformation. Et j'ai voulu vraiment tout savoir. Et on a eu de la chance, je ne l'ai pas écrit tout seul le livre, je l'ai écrit avec Tarek. Et on a eu de la chance. On rappelle Tarek Chikhrou, qui a vraiment fait un gros travail là-dessus. Et en fait, on a eu de la chance, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait porter plainte contre le ministère de la Défense.
d'accord? Et cette personne, c'est elle qui avait réuni toute cette paperasse, d'accord? C'est-à-dire tout ce qui avait été, tous les PV jusqu'à cette date-là, d'accord? Et qui voulait porter plainte contre le ministre de la Défense. Or, cette personne est morte dans un accident. C'était pas un accident provoqué, hein, je pense que c'était un véritable accident. Et on s'est retrouvés, Tarek et moi, avec une somme de documents incroyable, d'accord? Alors, Tarek m'a dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Je lui ai dit, écoute, la seule possibilité, c'est un livre. Il y a des choses qu'on ne peut pas communiquer autrement qu'avec un livre. Et c'est là qu'on a commencé à lire les PV. C'est là qu'on est tombé des nues. Parce que pourquoi on est tombé des nues? Parce qu'un PV, c'est quoi? Un PV, c'est la personne qui raconte, par exemple, un ministre ou un des protagonistes, c'est-à-dire Tarhouni ou bien Ali Sariati, etc. C'est quelqu'un qui raconte ce qui lui est arrivé. J'ai reçu un téléphone de Flaine, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on s'est retrouvé devant ça, donc c'est très facile de vérifier. Parce que pourquoi? Parce que personne n'a fait quelque chose en étant tout seul pendant la Révolution. Il y avait toujours plein de gens autour. Donc il fallait aller interroger les autres. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des recoupements, c'était assez facile, d'accord? Et on s'est aperçu d'un seul truc, qu'en fait, ceux qui mentent, ce sont les politiques. Les policiers ne mentent pas, et d'ailleurs, ils n'ont pas de quoi mentir, hein, parce que ce sont des faits. C'est tout. Je suis parti, il m'a appelé, je lui ai dit non, je lui ai dit oui, c'est rien, c'est vraiment rien du tout. Et, donc, les militaires et les policiers n'ont pas menti. Vraiment, si certains ont menti, c'était dans le bon sens. C'était pour ne pas dire du mal de leur côté, ce qui est parfaitement légitime. Mais par contre, les grands menteurs, c'était les politiques. Tous ont menti. Tous ont essayé de tirer la couverture vers eux. Tous. C'est incroyable. Et on le voit hein, dans les PV. On le voit. Ils veulent se poser en héros. Mm-hmm. Voilà. Votre recherche de la vérité sur le 14 janvier ou même la recherche de vérité sur Carthage, Hannibal, ce qui s'est passé, tout ça a un fil rouge au fait. Il y a un fil rouge qui relie tout votre travail. C'est la recherche des fondements d'un récit national, d'un roman national. Pensez-vous à Blaise Belkhoujla que notre problème actuel est une crise du récit national? Je pense, oui, parce que lorsqu'on ignore complètement notre récit national, et lorsqu'on l'ignore, ce n'est pas seulement Monsieur Tout-le-Monde qui l'ignore, ce sont très souvent aussi les spécialistes de la question. D'accord? C'est quoi en fait mon idée en un mot? Mon idée, c'est-à-dire le résumé de tout ce que je pense en fait, c'est en fait la Renaissance. D'accord? Pourquoi la Renaissance? Qu'est-ce qui a sauvé l'Europe du chaos? C'est le fait de renouer avec les idées de la Grande Grèce et de Rome, des idées gréco-romaines, d'accord? C'est-à-dire outrepasser toutes ces idées du Moyen Âge, etc. C'est ça qui leur a redonné de la puissance. Or, qu'est-ce que j'ai découvert? Moi, j'ai découvert que nous, vraiment nous, hein, la Tunisie, j'ai découvert qu'on avait de quoi créer une renaissance, peut-être encore plus fulgurante que la renaissance européenne. Comment? Parce que ça a été très difficile, parce qu'il a fallu se battre contre les mensonges. Il a fallu relire l'histoire, réécrire l'histoire. D'accord? Au début, c'est très difficile de réécrire l'histoire. Mais après, petit à petit, il y a des liens qui se font. Et c'est là qu'on découvre quelque chose de très important pour la Tunisie, c'est que la Tunisie, c'est elle qui a mis en place l'une des plus grandes fédérations du monde, la fédération de plusieurs États méditerranéens. C'est que, enfin, Carthage, la Tunisie, pour moi, c'est la même chose. C'est que la Tunisie avait créé un système politique qui était exceptionnel, que Aristote lui-même a loué plusieurs fois. C'était un système politique qui est très élaboré. Vous savez, en 2011, on a créé la Chambre des représentants du peuple, d'accord, la RP. Eh ben, on s'aperçoit que la Constitution de 2014, mais elle était d'une pauvreté extrême devant la Constitution carthaginoise qui avait tout prévu, qui avait prévu la véritable représentation du peuple et la véritable représentation de toutes les forces politiques. Et cette Constitution-là, pourquoi est-ce qu'elle a été louée par Aristote? Eh bien parce qu'il n'y a jamais eu de tyran et il n'y a jamais eu de révolte pendant 6 siècles à Carthage.
C'est-à-dire que nous avons un outil exceptionnel. Autre chose qui montre que cet outil était exceptionnel, c'est que les institutions carthaginoises, elles étaient calquées partout. Elles existaient en Libye, elles existaient en Algérie, au Maroc, en Espagne. On a même retrouvé des traces à Marseille, qui était pourtant grecque. Mais ces mêmes institutions existaient là où Carthage avait une influence économique et un peu politique. En fait, les Carthaginois ont inventé la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté de circulation et aussi la liberté politique. Parce que Carthage a toujours été une république, elle n'a jamais été une monarchie. C'est Aristote qui le dit, c'est pas Blasis. Hein. Et ils avaient inventé quelque chose d'autre qui était vraiment formidable. Vraiment formidable. Parce que vous savez, lorsqu'un État, un empire commercial, il faut le défendre, cet empire commercial. Et défendre un empire commercial, ça coûte très cher. Il faut des armées, il faut des bases militaires un peu partout. Les Carthaginois ont trouvé un moyen exceptionnel d'éviter de payer toutes ces armées. D'accord? Parce qu'en plus, une armée, ça peut se retourner contre vous. Alors, quel était ce moyen qu'ils avaient trouvé? On sait tous qu'ils faisaient des comptoirs un peu partout et que ces petits comptoirs, parfois, ça devenait des villes immenses. À côté du comptoir, qui leur a permis de se enrichir sans avoir besoin d'armées ou de forces militaires. Qu'est-ce qu'ils avaient créé? C'est une question. Je ne sais pas. Ils ont créé le temple. Qu'est-ce qu'ils mettaient dans ce temple? Partout. Hein. Ils mettaient leurs dieux et les dieux des autochtones. D'accord? Donc, ils réunissaient les dieux et ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient les naissances, ils faisaient les contrats, ils faisaient les mariages, ils faisaient les morts. D'accord? Et automatiquement, les gens des zones pratiquement sauvages, hein, africaines ou bien même européennes, ces gens-là, eh ben, ils trouvaient un ordre. Ils trouvaient un ordre religieux, mais très soft, hein, et ils trouvaient le moyen, justement, de vivre, de commercer, de travailler. Et donc, ce réseau commercial-là, eh ben, c'est lui qui a servi de réseau pour la chrétienté. C'est lui qui a servi de réseau pour transmettre l'islam. C'est lui qui a servi de réseau, mais pour tout, parce que c'était un réseau commercial et il était établi. C'est-à-dire que toute la connaissance du vieux monde est passée par ce réseau-là carthaginois. Et quand on rentre là-dedans, mais on découvre des choses extraordinaires. Je vais vous dire un truc très simple, mais incroyable. Europe. C'est qui Europe? Le mot Europe, il représente qui? Europe, c'est une déesse phénicienne, d'accord, qui a eu des problèmes avec son frère et qui a quitté la Phénicie pour aller fonder l'Europe. C'est-à-dire, c'est quoi? Europe, c'est le mythe carthaginois qui a été volé, c'est tout. L'écriture, elle n'est pas passée directement de la Phénicie à la Grèce, elle a fait le tour, elle est passée par Carthage, d'accord? Aujourd'hui, lorsque vous lisez en français, vous parlez en français, on vous dit oh, vous reniez vos origines, etc., etc. Le français, les lettres latines, elles sont directement issues de l'alphabet phénicien, qui était actif chez nous il y a 3000 ans. D'accord? Tout ça pour vous dire qu'on a une ignorance totale par rapport à ce que nous sommes. Et donc, à partir de là, on a une ignorance totale par rapport à ce que nous pouvons devenir. On est là, la Tunisie, depuis des années, depuis des siècles peut-être. Elle est en train d'essayer de se greffer des choses qui ne sont pas à elle, du tout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se sent très mal. Mais cette démarche de magnification du passé, nous avons eu la meilleure constitution, nous avons eu les meilleurs stratèges militaires, ne risque-t-elle pas d'aboutir à un regard tourné vers le passé? N'est-ce pas la même chose que nous reprochons, par exemple, aux intégristes musulmans, cette histoire d'âge d'or qui regarde vers le passé? Regardez, la stratégie, par exemple, d'accord? Prenons la tactique et la stratégie appliquées par Hannibal. Aujourd'hui, elles sont étudiées dans les meilleures écoles militaires du monde. Oui, mais parmi d'autres stratégies, Abdelaziz Belkhouja, dans le livre de Clausewitz, on trouve la stratégie de Hannibal et d'autres stratégies aussi. Hein. Non, Hannibal, de loin, reste le plus grand stratège. Mais à côté de ça, pourquoi? Parce qu'il faut, je suis d'accord, il faut sortir du carcan, du passé. À côté de ça, ces stratégies-là, elles sont utilisées aujourd'hui pour le commerce. Elles sont utilisées aujourd'hui dans d'autres sciences. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui on regarde la science, on s'aperçoit que la culture carthaginoise, elle est en pointe dans plusieurs domaines. D'accord? Et comme d'ailleurs les Carthaginois étaient les meilleurs architectes du monde,
comme c'était les premiers qui avaient fait les maisons à étages, qui utilisaient l'asphalte dans les rues, qui avaient fait de leur ville une ville-musée. On n'avait pas besoin d'aller dans les musées, les œuvres d'art étaient dehors. D'accord? C'est en fait ce qu'il faut transmettre. Ce ne sont pas des solutions toutes faites, c'est l'intelligence des choses. Par exemple, le président du club Hannibal, Simon Giguedes, me disait justement, pour vous répondre, il me disait, nous, si on veut aujourd'hui faire un mausolée d'Hannibal, ce n'est pas pour se pâmer en regardant un héros du passé, non, c'est pour dire aux gens, ce type-là, lorsque Carthage était en crise, il a su la sortir de la crise avec certains moyens économiques en un an. D'accord? C'est-à-dire les solutions qu'on a. Et les solutions, Maya, sont restées les mêmes, en fin de compte. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, nous, comme le monde entier? On est en train de vivre le problème entre les conservateurs de l'autre et les réformateurs. On a les réformateurs d'un côté et on a les conservateurs de l'autre. C'est toujours comme ça, c'est toujours la guerre entre réformateurs et conservateurs. Est-ce qu'on veut changer les choses? Ou est-ce qu'on veut, aujourd'hui, quel est le grand problème économique de la Tunisie? Ce sont les rentes. D'accord? Les gens sont assis sur des rentes depuis 60 ans. Et la richesse, c'est simple, ils sont investisseurs partout, dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont restés les mêmes. Il y a une cinquantaine ou une centaine de familles de riches en Tunisie, et personne ne s'enrichit à côté, au contraire. D'accord? Et c'est ce qui donne ces énormes problèmes. En Tunisie, on pourrait vivre vraiment dans la tranquillité, matériellement. Franchement. Mais on se retrouve dans un pays où on n'a même pas de trottoir, où la saleté est partout. Et où je prends toujours cet exemple, une femme qui a une poussette, d'accord, pour se promener avec un bébé, elle ne peut pas le faire en Tunisie. Elle se retrouve avec les voitures, automatiquement. C'est-à-dire, on n'a rien. Et ça, cette valeur de travail, cette valeur d'aller chercher la nouveauté, cette valeur de modernisme, elles étaient contenues chez les Carthaginois. Vous savez que les Carthaginoises pouvaient avoir des multinationales, qu'elles pouvaient être prêtresses, qu'elles pouvaient être chef d'État. Malheureusement, on en est loin aujourd'hui. Alors si, par un certain côté, je prône une petite renaissance à ce niveau-là, même si c'est une renaissance nationale, c'est quand même pour des valeurs qu'on a complètement perdues. Donc, le rêve n'est pas accessible. Vous avez édité Tunisie 2040, un rêve accessible. À vous entendre, là, on dirait que le rêve n'est plus accessible. C'est une question de personnalité. Vous avez vu comment, à chaque échéance électorale, on a d'énormes difficultés à choisir pour qui on va voter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui crève l'écran. Il n'y a personne qui a des idées susceptibles vraiment de nous enchanter, de nous mobiliser. Pour le moment, on n'a personne. Les gens qui ont des idées, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de faire de la politique. En tout cas, ils n'ont même pas envie de se réunir. Et c'est ça, le désenchantement, c'est que nous n'avons pas grand-chose. L'offre politique est nulle, nullissime. Abdelaziz Belkhouja, vous êtes éditeur. Où en est l'édition aujourd'hui en Tunisie? L'édition, c'est… Mal, mais mal comment? Se porte mal, mais mal de quelle manière? L'édition est structurellement déficitaire en Tunisie. Depuis la STD, depuis les premiers efforts qui ont été faits par l'État et qui étaient très très importants. Ensuite, les privés ont essayé de s'en sortir, mais on a des choses structurellement mauvaises, comme par exemple le livre scolaire. Vous savez que dans le monde entier, sauf en Tunisie et en Corée du Nord, dans le monde entier, le livre scolaire, ce sont les éditeurs qui le font. Sauf dans ces deux pays-là, où ce sont des organismes nationaux, d'accord, dépendants du ministère de l'Éducation. Alors que le livre scolaire, ce sont véritablement les rentes des éditeurs. Quand un éditeur fait un livre scolaire, il peut faire beaucoup de livres à côté sans perdre de l'argent. D'accord? Ça, par exemple, c'est un problème structurel, on se bat depuis des années. Il y a le problème de la distribution, il y a un problème de médiatisation, etc. Et il y a le fait aussi que la Tunisie est un petit marché, que le livre s'exporte mal horizontalement, d'accord? Parce qu'on est entouré de pays, par exemple, pour ce qui est de la langue arabe, on est entouré de pays où la censure est énorme. Et donc, il y a
il y a beaucoup de problèmes structurels. On peut s'en sortir avec l'édition électronique parce que les frontières ne peuvent pas être aussi hermétiques. Donc, beaucoup sont en train d'investir dans le livre euh, numérique, d'accord? Mais ça se développe. Il y a il y a beaucoup plus quand même de choses aujourd'hui qu'avant. Mais c'est vrai que la révolution a été quand même un sacré choc pour l'édition. Mais en parlant du numérique, Abdelaziz Belkhouja, où en est votre expérience de l'application Smart Tunis? C'est fait. Heureusement, franchement, c'est une belle expérience parce que Je vais expliquer un peu. C'est une application qui permet de lire des livres sur le téléphone pour 300 millim par jour. Voilà. voilà, des livres, mais surtout beaucoup de bandes dessinées. Oui. C'est destiné aux jeunes, mais les adultes aussi peuvent trouver leur plaisir là-dedans. Ça a été vraiment pour moi la libération, parce que ça, c'est l'application qui m'a permis de travailler. Je publie maintenant 90% de ce que je fais est numérique. Je ne fais plus que 10% de papier. Et automatiquement, ça me permet quand même de limiter énormément les dépenses. Et surtout, ça me permet de travailler beaucoup plus. Je cherche des dessinateurs aujourd'hui parce que ça se développe. Abdelaziz Belkhouja, on ne va pas se fier au désenchantement qui a pu traverser cette conversation. Votre choix musical l'illustre. Vous avez choisi Believer. Vous y croyez encore. Ce choix, c'est pour cela, c'est pour dire que vous y croyez encore? Ben oui, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. L'horloge, ça avance, tic-tac, tic-tac. Alors autant y croire jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Abdelaziz Belkhouja. Nous allons nous quitter sur votre choix musical, Believer. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine déconfinade. Au revoir. Le plaisir est pour moi. Au revoir.